though he don't lock up the hall, or he that gets hurt will be he who has stalled the battle outside raging. C'était la première fois dans l'histoire que les jeunes ils ont fait une révolte contre un système. Il n'y a pas de conservatisme. On a tué le conservatisme. Et maintenant... On a une marche arrière. Oui. Et ça, je ne comprends pas. Tu dis, wake up, motherfuckers. Wake up, motherfuckers. Ils pensent à leur image et fuck it. Retrouvez l'intégralité de ce Rock'n'Pol et tous les bonus sur la page Facebook de l'émission. Pour écouter la playlist d'Arnaud, rendez-vous sur spotify.fr. À bientôt. Place au direct sur les chaînes parlementaires. Jean-Marc Ayrault, le Premier ministre, conclut la deuxième conférence sociale du quinquennat. On l'écoute tout de suite en direct. De préparation entamée depuis plusieurs semaines et grâce surtout à votre implication. Cette deuxième conférence sociale a réuni autour du Président de la République et de nombreux membres du gouvernement 300 participants, partenaires sociaux, représentants des collectivités territoriales et des chambres consulaires. Je voudrais remercier tous les participants aux tables rondes, remercier leurs présidents et leurs facilitateurs. Et puis, en cet instant, remercier à nouveau le président du Conseil économique et social et environnemental pour nous avoir accueillis dans de bonnes conditions. Mesdames, Messieurs, l'Europe, comme la France, subissent depuis 5 ans une crise profonde qui frappe durement nos compatriotes. Elle pourrait menacer les fondements même de notre édifice social. Un sentiment de doute a gagné certains de nos compatriotes. Et pourtant, nous avons tant d'atouts. Il y a tant de talent, tant d'énergie chez les Françaises et les Français, en métropole comme dans les Outre-mer. Je suis convaincu que le modèle français peut être sauvé et enrichi, adapté au monde du XXIe siècle, et je veux que la France redevienne un pays fort, un pays juste, un pays solidaire, et je sais que cette volonté, nous la partageons. Cela exige de faire des choix. Cela exige aussi du dialogue, car les bons choix se préparent dans le dialogue. Je tiens à affirmer que le dialogue social, aux yeux du Président de la République, de moi-même et de tous les membres du gouvernement, n'est pas un jeu d'ombre, il est au cœur de notre méthode de gouvernement. Et nous avons placé cette deuxième grande conférence sociale sous le signe de l'emploi. C'est la priorité. Nous agissons dans l'urgence, d'une part, et nous agissons aussi pour préparer l'avenir. Préparer l'avenir, cela a été notre objectif depuis 1 an. Et nous avons 2 belles traductions de cet engagement. D'abord, le pacte pour la croissance, la compétitivité et l'emploi, avec ses 35 mesures, et l'accord du 11 janvier sur la sécurisation de l'emploi, transposé dans la loi, qui représente des transformations majeures. Préparer l'avenir, c'est aujourd'hui dessiner les filières et les emplois de demain, c'est engager des réformes structurelles. L'économie du XXIe siècle, chacun le sait, évolue vite, très vite, et cela exige de nous des facultés d'anticipation. À cet égard, la transition énergétique est un enjeu majeur. Beaucoup a été fait depuis 1 an pour réaffirmer et élargir le rôle des filières industrielles, notamment au travers du nouveau Conseil national de l'industrie. Le mouvement se poursuit avec la mise en place de la Commission nationale des services. Pour construire notre avenir, nous devons aussi forger les compétences de demain et faciliter les transitions professionnelles. À cette fin, il faut renforcer notre capacité collective d'observation et de prospective. Une réflexion commune entre l'État, les régions
et les partenaires sociaux sur les métiers et les compétences de demain sera organisé au premier trimestre 2014 à l'occasion de la présentation du rapport sur les métiers du futur. Le Commissariat général à la stratégie et à la prospective, qui a été mis en place à la suite de la première conférence sociale, sera chargé d'animer un réseau d'observation et de prospective des emplois et des compétences. Préparer l'avenir, c'est engager des réformes en profondeur. Le temps est venu d'engager une belle et ambitieuse réforme de la formation professionnelle et de l'alternance. Le sujet semble complexe. Il l'est à certains égards. Il est parfois aussi caricaturé, injustement, et utilisé pour critiquer des acteurs qui sont pourtant pleinement engagés au profit d'une aspiration au savoir, à la compétence, qui sont à la base de la promotion sociale. Mais nous ne pouvons pas laisser le système tel qu'il est, quand 20% seulement des demandeurs d'emploi accèdent chaque année à une formation, quand les ouvriers y accèdent 2 fois moins que les cadres, et les travailleurs des entreprises de moins de 10 salariés 2 fois moins que ceux des entreprises de plus de 1000 salariés. Cette situation n'est plus acceptable. La réforme devra donc viser 2 objectifs. Mieux orienter la formation professionnelle vers ceux qui en ont le plus besoin, les demandeurs d'emploi, les jeunes sans qualification, les salariés confrontés aux mutations économiques, les personnes confrontées à l'illettrisme devront elles aussi faire l'objet d'une attention particulière. C'est d'ailleurs la grande cause nationale pour 2013. Et le deuxième objectif, faire de la formation un levier de compétitivité pour l'ensemble des entreprises. Naturellement, cette réforme devra faire le lien avec les questions de formation initiale, vous l'avez souvent évoqué dans la table ronde sur l'emploi et la formation, et intégrer aussi une dimension relative à l'orientation. Elle devra aussi mettre en œuvre le compte personnel de formation créé par la loi de sécurisation de l'emploi, qui est maintenant effective depuis le 1er juillet. Cette réforme est essentielle. Elle devra être négociée puis transcrite elle aussi dans la loi. Le document d'orientation du gouvernement sera envoyé dans les 10 jours. Il proposera d'ouvrir une négociation qui devra aboutir dans des délais compatibles avec la présentation d'un projet de loi d'ici la fin de l'année. Une concertation quadripartite permettra d'associer aux partenaires sociaux les régions et l'État. Mais face au chômage qui taraude nos concitoyens, la mobilisation doit être immédiate. Et cette mobilisation, c'est d'abord utiliser pleinement et plus rapidement encore les dispositifs que nous avons mis en œuvre. Je reviens sur les emplois d'avenir. Ils apportent une solution à ceux qui n'en auraient pas d'autres. Et ce n'est pas une solution transitoire, puisqu'elle est accompagnée d'une formation. Nous en sommes à 30 000 aujourd'hui. L'objectif reste une mobilisation générale pour atteindre 100 000 d'ici la fin de l'année. Ce sont les jeunes concernés qui l'attendent. Et le contrat de génération, il a démarré dans les petites entreprises, c'est vrai, et c'est maintenant aux plus grandes et aux branches d'accélérer les négociations pour qu'il y en ait beaucoup plus de signés. Quant au contrat aidé, nous en avons accru le nombre et allongé la durée pour favoriser là aussi l'insertion professionnelle. Et en ce qui concerne le crédit d'impôt compétitivité emploi, le comité national de suivi prévu par la loi sera constitué très prochainement sous l'égide du Commissariat général à la stratégie et à la prospective et en associant les partenaires sociaux. Il définira les conditions d'une évaluation transparente et indépendante. C'est un outil fondamental de la compétitivité et de l'emploi, mais cette évaluation, elle est nécessaire comme pour toute décision de politique publique. Et puis, il nous faut utiliser sans délai les opportunités des emplois qui existent. Je ne méconnais pas les différentes causes de ces emplois non pourvus. Il y a des problèmes d'attractivité pour certains, parfois même d'image injuste.
Mais il y a des problèmes d'attractivité au regard des conditions de travail et de rémunération, qui appellent donc un travail précis au niveau des branches. Il y a par ailleurs des difficultés concrètes de mobilité qui appellent des solutions en termes de logement, de transport, de garde d'enfants. Il y a des actions à conduire pour accompagner les entreprises dans leur recrutement et mieux faire connaître les offres disponibles. Mais il y a aussi des emplois non pourvus, faute de compétences disponibles. Au terme de cette conférence sociale, nous allons donc mettre en œuvre un plan de formation prioritaire pour l'emploi. Ce n'est pas un énième plan décidé sans concertation. Ce n'est pas un effet d'annonce non plus. C'est un engagement à faire ensemble. Michel Sapin va vous réunir dès le mois de juillet pour en assurer les 3 conditions de réussite. Recenser les besoins par région, par secteur, préciser les outils utilisables immédiatement et mobiliser les financements. Je constate avec satisfaction un accord général sur le principe d'une contribution des partenaires sociaux, via le Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels. Je sais que les régions, qui ont des responsabilités toujours renforcées sur ces sujets, seront également au rendez-vous, elles l'ont dit, elles me l'ont dit. Et quant à l'État, il apportera évidemment sa contribution. Nous devons rendre ce plan opérationnel dès la rentrée de septembre. Fixons-nous un objectif qui soit en même temps ambitieux et réaliste. En 4 mois, c'est d'avoir permis l'entrée supplémentaire en formation de plus de 30 000 demandeurs d'emploi. Cette action prioritaire et immédiate devra s'inscrire dans la durée avec la réforme plus globale que nous engageons sur la formation professionnelle. Je souhaite que les chômeurs de longue durée, dont le nombre a augmenté fortement, en bénéficient tout particulièrement. Et il faut par ailleurs réduire les délais d'entrée en formation des demandeurs d'emploi grâce aux actions déjà engagées par Pôle emploi avec un suivi plus personnalisé. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le gouvernement a décidé à 2 reprises d'augmenter les effectifs de Pôle emploi 2 fois 2 000, c'est-à-dire 4 000 postes, et ce n'est pas rien dans le cadre d'une réorganisation pour plus d'efficacité dans le suivi. Par ailleurs, pour favoriser l'insertion professionnelle des jeunes, nous organiserons dès septembre une concertation sur le développement de l'alternance. Et comme je m'y suis engagé dans le cadre du comité interministériel pour la jeunesse, une initiative législative sera prise après concertation sur la question des stages, souvent évoquée dans cette conférence, mais ce n'est pas la première fois, en vue d'une discussion à la rentrée et une adoption pour des mesures concrètes d'ici la fin de l'année. Mais on ne peut pas parler de chômage sans parler de la vie quotidienne des chômeurs. Nous sommes tous conscients qu'il faut améliorer l'accompagnement des demandeurs d'emploi les plus éloignés du marché du travail. Il faut agir aussi contre toutes les complexités qui nuisent à l'insertion sociale et professionnelle. Les conseils généraux et Pôle emploi doivent mieux travailler ensemble. Et une expérimentation prometteuse va être engagée en ce sens dans 10 départements qui se sont portés volontaires dès la rentrée. La complexité des liens entre les différents mécanismes d'assurance et de solidarité doit être notre problème, celui de l'État et celui des partenaires sociaux, et non pas celui des personnes déjà placées dans des situations difficiles. Mesdames, Messieurs, notre société repose sur le travail. C'est le travail qui est à la source de la richesse collective. Et pour les individus, le travail est un moyen de vivre, de s'épanouir, de s'insérer dans la société. Veiller aux conditions de travail, à la santé au travail, à la qualité de vie au travail est un impératif. Je refuse que l'on oppose les catégories ou les priorités. Ceux qui travaillent comme ceux qui sont au chômage et aspirent à retrouver un emploi constituent ensemble le monde du travail dans toute sa force et sa dignité. Nous attendons la conclusion de la négociation interprofessionnelle sur la qualité de vie au travail et l'égalité professionnelle. Je ne sais pas encore si elle aboutira à un accord, je le souhaite, parce que j'en partage l'ambition. Le comité d'orientation des conditions de travail sera chargé de préparer un plan santé au travail
Son objectif est de renforcer l'efficacité de la surveillance de la santé des salariés et mettre l'accent sur des risques professionnels particuliers. Nous devons aussi réfléchir aux évolutions du CHSCT. La responsabilité sociale des entreprises fera l'objet d'une concertation entre l'État et les partenaires sociaux. Et par ailleurs, la reconnaissance de la valeur du travail passe par une juste rémunération. Au sein du Commissariat général à la stratégie et à la prospective, nous installerons un observatoire des rémunérations. Enfin, même si la question de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes n'a pas fait l'objet d'une table ronde spécifique cette année, puisqu'une négociation était en voie de finalisation, je tiens à affirmer que cette question est cardinale, parce que c'est un choix de société, parce que c'est un moteur pour faire progresser la situation de tous les salariés. Mais l'emploi passe aussi par l'Europe, et c'est le dernier compte-rendu que vous avez entendu. L'acquis de la construction européenne dans le domaine social est substantiel, notamment en ce qui concerne la santé et la sécurité au travail, ou encore l'égalité entre les femmes et les hommes. Mais l'évolution vers le progrès en Europe est aujourd'hui en panne. Et je retiens de vos travaux sur l'Europe sociale 3 priorités. D'abord, l'emploi des jeunes. Il nous faut mobiliser rapidement le fonds de 6 milliards d'euros, même s'il est faible, mais il existe. Et il faudra qu'il soit bien sûr amplifié et en déployer la garantie jeune que la France est prête à mettre en place tout de suite. Et il faut aussi élargir le dispositif d'Erasmus, qui ne peut pas être réservé seulement aux étudiants, mais élargi à tous les jeunes en formation par alternance. Et puis, il y a la lutte contre le dumping social, le dumping fiscal et la concurrence déloyale, qui défavorise autant les travailleurs que les entreprises. Cette situation est inacceptable, notamment dans les secteurs les plus touchés. Je pense aux bâtiments, je pense aux travaux publics, je pense à l'agriculture et les transports. Votre position unanime sur la directive détachement renforcera la position de la France dans les négociations à venir. Mais la France a obtenu, dans la négociation en cours sur la directive marché public, que les collectivités locales puissent écarter des offres anormalement basses dans leur choix, car ne respectant pas les normes sociales minimales. C'est donc un progrès. La France y a fortement contribué. Mais nous appellerons aussi, et vous l'avez dit de façon unanime, à la mise en place d'un salaire minimum dans les États membres. C'est aussi une façon très efficace de lutter contre le dumping social. Sur toutes ces questions, la France, pays à l'origine de la construction européenne, veut que l'Europe soit aussi un progrès social permanent. Et la France a donc une responsabilité spécifique et nous la porterons avec vigueur et je souhaite enfin que soit confortée la place du dialogue social en Europe. Il ne peut pas être que formel, une fois comme ça avant chaque Conseil européen. Un Conseil va d'ailleurs se réunir dans quelques jours. L'engagement des partenaires sociaux sur ces sujets majeurs renforcera les actions menées avec détermination et vous l'avez entendu hier par le Président de la République. Je voudrais à présent évoquer la protection sociale et les services publics. S'agissant de la protection sociale, personne ne nie la nécessité de la conforter et donc de la réformer avec 2 objectifs. Assurer son financement sur le long terme et permettre de répondre à des attentes nouvelles de nos concitoyens. C'est ce que nous faisons, ou ce que nous avons fait avec la politique familiale, et c'est ce que nous allons faire pour les retraites. Du rapport de Yannick Moreau, je retiens un message optimiste. Certes, nous avons des décisions courageuses à prendre, mais si nous les prenons, nous pouvons, grâce au dynamisme démographique de notre pays, assurer la pérennité de notre régime par répartition et restaurer la confiance des Français dans notre système de retraite et en particulier les jeunes. La réforme, nous la construirons dans le respect des principes de continuité et de justice. Et après une concertation que je veux dense, riche
et sincère. Dès le 4 juillet, je rencontrerai un à un les partenaires sociaux avec Marisol Touraine, Marie-Lise Lebranchu et Michel Sapin. À l'issue de cette concertation, au mois de septembre, le gouvernement prendra ses décisions en toute responsabilité. Vous avez abordé aussi le sujet du financement de la protection sociale. Ce sujet reste ouvert. Le Haut Conseil du financement de la protection sociale poursuivra ses travaux sur la trajectoire de financement des différentes branches. Mais notre modèle social, c'est aussi la force de nos services publics. L'agenda que nous avons fixé l'an dernier pour la fonction publique a été respecté. Nous le poursuivrons. Il prendra en compte les questions de conditions, de travail et de formation. Le service public, c'est un des éléments forts de la solidarité, mais c'est aussi un élément fort du développement économique durable. Nous avons ouvert l'an dernier le chantier de la modernisation de l'action publique, avec pour ambition des services publics présents sur tout le territoire, à l'écoute des besoins des citoyens, plus efficaces et qui s'adaptent rapidement aux évolutions de la société et de l'économie. Depuis 10 ans, les services publics n'ont été ni pilotés, ni repensés. Et pour seule règle de conduite, on s'est contenté de coupes budgétaires uniformes. Nous devons au contraire réussir collectivement une rénovation ordonnée et intelligente de l'action publique. Le commissariat général à la stratégie et à la prospective devra porter haut la démarche d'évaluation des politiques publiques en concertation avec toutes les parties prenantes. Il jouera également tout son rôle pour construire une vision partagée de l'action publique et des services publics. Mais je veux associer largement les agents, les usagers, les partenaires sociaux. Je connais l'attachement des agents publics aux valeurs du service public. Je sais qu'ils sont prêts à prendre leur part aux réformes, même profondes, mais ils ne le feront que s'ils en connaissent le sens et s'ils en partagent l'ambition. Le service public, c'est d'abord des valeurs, et ces valeurs, nous les défendrons toujours. L'État, bien sûr, est en première ligne. Il doit être plus que jamais stratège, mais aussi garant de l'égalité républicaine entre les territoires et les citoyens. Et puis je veux enfin vous parler de vous les acteurs du dialogue social. Le dialogue social est la condition de réformes pertinentes et durables. Le rôle des partenaires sociaux doit être encore davantage reconnu et conforté. Et qui dit reconnaissance dit représentativité. La réforme de la représentativité syndicale a connu son aboutissement le 29 mars. La mise en œuvre de la loi du 20 août 2008 fera, comme prévu, l'objet d'un bilan au sein du Haut Conseil du dialogue social, notamment sur l'élection dans les très petites entreprises. Et en ce qui concerne la représentativité patronale, le gouvernement prend acte de la position commune des organisations d'employeurs. Elle exprime un socle de principes dont la déclinaison opérationnelle appelle à un travail complémentaire. Le directeur général du travail, Jean-Denis Combrexel, accompagnera ces travaux et nous nous donnons jusqu'au mois d'octobre pour aboutir. Et par ailleurs, j'ai demandé à Michel Sapin d'engager une concertation pour renforcer les moyens de la démocratie sociale. Comment valoriser le parcours des militants? Quelle formation leur offrir? Comment assurer aux organisations des moyens humains, des moyens financiers et matériels solides et transparents? Tous les sujets devront être abordés. Moderniser le dialogue social, c'est aussi revoir sa structuration par branche professionnelle. Un comité de suivi sera mis en place à ce sujet sous l'égide de la Commission nationale de la négociation collective. Vous l'avez vu, mesdames et messieurs, je n'ai pas fait un compte-rendu exhaustif des travaux de chaque table ronde. D'ailleurs, vous l'avez entendu il y a quelques instants. Mais le contenu précis de tous ces travaux et de ce que retient le gouvernement fera l'objet de la feuille de route. Et cette feuille de route vous sera transmise dans les prochaines heures. C'est l'engagement que le gouvernement avait pris. Mais pour conclure, je voudrais insister.
notre action doit s'inscrire dans deux temporalités. Le temps de l'urgence et le temps long de la préparation de l'avenir. La France est une grande nation. Nous avons en main tous les atouts nécessaires pour réussir. Et d'ici la prochaine conférence sociale, grand rendez-vous annuel, nous aurons beaucoup d'autres occasions de nous retrouver pour faire avancer notre pays et d'abord mener ensemble et réussir ensemble la bataille de l'emploi. Le Premier ministre Jean-Marc Ayrault a donc conclu cette deuxième grande conférence sociale du quinquennat. Le Premier ministre qui a commencé par vanter la méthode de dialogue social du gouvernement, comme l'avait fait François Hollande hier lors de son discours d'ouverture. Le dialogue social n'est pas un jeu d'ombre, il est au cœur de la méthode du gouvernement, a déclaré Jean-Marc Ayrault. Jean-Marc Ayrault qui tout au long de son discours a donc dressé la feuille de route sociale de l'an 2 du quinquennat avec comme priorité numéro 1 l'emploi. Jean-Marc Ayrault qui a annoncé la mise en œuvre d'un plan de formation prioritaire pour l'emploi, un plan de formation opérationnelle dès septembre. Et puis Jean-Marc Ayrault l'a dit, le temps est venu d'engager une ambitieuse réforme de la formation professionnelle afin de mieux orienter les demandeurs d'emploi et les jeunes sans qualification. Jean-Marc Ayrault qui souhaite également que le gouvernement utilise pleinement et plus rapidement les dispositifs déjà mis en œuvre, les contrats de génération, mais également les emplois d'avenir. Objectif de Jean-Marc Ayrault, 100 000 emplois d'avenir d'ici à la fin de l'année. Et puis Jean-Marc Ayrault est revenu également, mais brièvement, sur l'épineux dossier de cette conférence sociale, la réforme des retraites. Nous avons des décisions courageuses à prendre. Je veux une concertation dense, intense et sincère, a déclaré Jean-Marc Ayrault. Jean-Marc Ayrault qui l'a aussi annoncé, comme l'avait fait Marisol Touraine un peu plus tôt dans l'après-midi, les concertations sur cette réforme des retraites débuteront les 4 et 5 juillet prochains et les décisions du gouvernement seront annoncées en septembre. À suivre sur Public Sénat, sénateur en mission, un reportage sur les médecines parallèles. Très bonne journée à tous sur les chaînes parlementaires.